Voilà, je vous ai parlé de cette origine médiévale de l'université parce que ce type de personnalité académique est structuré par le tournoi et que la dispute et le tournoi sont les deux modes fondamentaux par lesquels les philosophes en quelque sorte établissent des liens, si on peut appeler ça des liens, entre eux. C'est-à-dire que les philosophes n'ont plus qu'une seule raison d'être, c'est d'éliminer les autres philosophes, de les jeter à terre et de leur prendre leurs arguments et de montrer leur supériorité, comme le fait un chevalier dans un tournoi ou un docteur dans une dispute. Et je pense que ce mode de relation avec les philosophes est un mode véritablement pathologique. J'ai lu récemment une interview d'un professeur renommé qui exprime à la fin de la vie sa solitude et le fait d'avoir pas d'amis, d'être compris par personne. J'ai rencontré ce personnage dans un congrès, c'était l'homme le plus destructeur et le plus négatif qu'on pouvait imaginer, et particulièrement à l'égard des jeunes. Voilà. Donc à un moment donné, la notion de l'amitié va devoir faire retour. Et la notion de l'amitié entre les philosophes suppose en fait la reconnaissance mutuelle, elle suppose un très fort sentiment de l'égalité et un très grand besoin de trouver un autre soi-même chez les philosophes. Mais alors là se pose la question de la relation avec les non-philosophes. Depuis les pythagoriciens, la seule demande qui est faite aux non-philosophes, c'est d'écouter. Voilà, ils doivent se taire et ils doivent écouter les philosophes. Alors aujourd'hui, en interaction, on est en face d'un monde qui n'a aucune envie de se taire, ni de s'enfermer avec les philosophes. On arrive dans une classe, on prend en charge un groupe, on anime un café, on trouve des gens qui ont des choses à dire, et par conséquent, il est exclu de leur demander de se taire. On se trouve dans une situation de parole tout à fait différente, et on doit, à ce moment-là, au fond, admettre que la situation universitaire de la philosophie est une situation qui est bloquée et qu'il faut reprendre les choses sur de nouvelles bases. Alors, la pédagogie est, à ce moment-là, m'est apparue comme un moyen de repenser la question du rapport entre les philosophes et les non-philosophes. Et cette seule proposition m'a fait perdre tous mes amis. C'est-à-dire que je me suis retrouvé absolument seul. Tous mes collègues, tous mes amis, tous mes anciens élèves m'ont tourné le dos, car la philosophie ne saurait tolérer la pédagogie. Pourquoi? Parce que les origines de la pédagogie sont impures. L'origine de la pédagogie est à chercher, bien sûr, dans la philosophie, mais surtout dans les sciences humaines. Et l'intrusion des sciences humaines, sociologie et psychologie, pour réguler les relations philosophiques, était ressentie comme un véritable blasphème. Donc on s'est trouvé devant une situation très complexe, c'est-à-dire qu'il fallait réinventer une relation positive, d'abord aux gens qui s'apprêtaient à enseigner, leur donner à eux aussi confiance en eux, plutôt que de les détruire pour faire applaudir le public, et puis ensuite, eh bien, il fallait leur apprendre aussi à ne pas détruire leurs élèves et à susciter chez leurs élèves le questionnement qu'on espérait, et aussi l'activation. Donc ça veut dire qu'on changeait complètement de modèle pédagogique et qu'il ne s'agissait plus de gaver les élèves de la manière des oies et des canards, mais il s'agissait de les faire penser et de les amener à entrer dans une activité philosophique. Alors, la question de la référence à l'histoire s'est posée à ce moment-là, puisque ma génération était une génération qui, biberonnée par les subversions, étant née de toutes les formes de rupture du XXe siècle, aspirait à retrouver en fait le classicisme, non pas pour penser le contraire de ce qu'on pensait, mais comme le dit le titre d'un livre que mes collègues vont faire, déshabillons l'histoire de France, et il s'agissait de déshabiller la philosophie. Un numéro de critique s'appelait Décoiffer les classiques. Il s'agissait d'entrer, de visiter les classiques et d'apporter dans les classiques quelque chose de tout à fait nouveau qui était propre aux possibilités critiques de notre époque. Et cette propension à se tourner vers les classiques, en même temps que ce besoin d'activer les élèves, se trouvait être extrêmement contradictoire. D'où le fait que les textes de Nietzsche et d'Arendt aient été pour moi d'incroyables surmoi. Puisque, d'une certaine manière, il s'agit chez l'un comme chez l'autre de défendre les classiques et de présenter les classiques aux nouveaux, aux néoi, aux gens qui entrent dans ce monde et qui viennent de naître et qui ne connaissent rien. Donc il y avait d'une part cette idée qu'il fallait conserver et maintenir le lien dans les classiques.
je fais partie d'une génération qui a vraiment eu sincèrement pour but de pouvoir se promener sans se perdre dans les œuvres de Platon ou dans celles de Kant, et d'avoir au fond sa maison, comme dit Hegel, dans la philosophie. Et par conséquent, c'était contraire à l'activation pédagogique des élèves. Et Arendt était en fait, Nietzsche était un grand sur moi, j'en ai parlé, et Arendt en fait avait écrit cet essai sur l'éducation dans lequel elle nous dit clairement que les enfants n'ont rien à dire, qu'il y a une ligne entre les adultes et les enfants. La ligne fait qu'on ne peut pas éduquer les adultes et que par ailleurs on ne peut pas refuser d'éduquer les enfants. On les abandonne à eux-mêmes si on ne leur présente pas le monde dont nous sommes responsables, qui est le nôtre, que nous avons fait, avec tout le sérieux nécessaire. Mais en même temps, si on essaye de les conditionner, eh bien, on les empêche d'apporter quelque chose de nouveau dans ce monde. Voilà, la ligne qui sépare les adultes et les enfants, elle était depuis longtemps franchie, puisque d'une certaine manière, aujourd'hui, on fait philosopher les enfants, on fait des communautés de recherche avec eux, on les insère dans un dispositif dans lesquels ils peuvent s'exprimer, et par ailleurs, on fait l'éducation des adultes, en effet, les cours au gymnase du soir, à l'université populaire, à Connaissance 3 pour les retraités, ont fait que cette idée qu'on ne pouvait plus éduquer les adultes était pour moi complètement dépassée. Mais il faut en comprendre l'origine. Arendt est l'historienne du totalitarisme. Et là, décrit, en fait, à travers ces trois livres, impérialisme, antisémitisme et puis totalitarisme, elle a décrit la montée des pouvoirs totalitaires du XXe siècle, et dans le projet de ces pouvoirs, il y a toujours l'idée de créer un homme nouveau. Un homme qui sera à l'image de la doctrine du parti ou du mouvement, et qui sera en fait un homme complètement renouvelé. Et il est clair que les mouvements totalitaires ont envahi la jeunesse pour la politiser. Donc la réaction d'Arendt s'explique. Pour elle, la politisation de la jeunesse est un tabou, la jeunesse est très politique, elle n'a à aucun moment le droit de donner son avis, et les adultes n'ont à aucun moment le droit de le demander. C'est que pour Arendt, en fait, il faut laisser l'enfant dans sa solitude pour qu'il puisse élaborer les solutions du futur et qu'il soit en quelque sorte en réserve de la situation présente. En revanche, toute tentative d'éduquer les adultes est une tentative de les infantiliser et par contre est totalitaire. Alors là se trouve quelque chose de compliqué. Est-ce qu'on peut éduquer un adulte tout en le considérant parfaitement comme un égal sur le plan politique, c'est-à-dire pour un citoyen dont les décisions ont la même valeur que les vôtres? Et c'est pourquoi ce texte sur la tradition d'Arendt était devenu pour moi une sorte de surmoi. Est-ce que j'ai été à la hauteur en quelque sorte de ce texte? Alors le problème n'est pas seulement celui de la baisse du niveau en Amérique. Arendt se moque en disant oui, en Amérique on n'a qu'une seule question à se poser, c'est la baisse du niveau pédagogique. Pourquoi le petit John ne sait plus lire? Dans le reste du monde on a d'autres problèmes. Oui, mais elle dit aussi qu'il ne faut pas se moquer des Américains parce que les problèmes qui arrivent en Amérique peuvent très bien arriver partout, et pourquoi elle avait parfaitement bien raison. Alors évidemment la question de l'Amérique est une question qui est au centre de toute la pensée de Arendt, puisqu'elle considère que le seul pays qui n'est jamais devenu totalitaire c'est l'Amérique. Pourquoi? Parce que sa constitution a été, c'est ce qu'elle dit dans l'essai sur la Révolution, d'emblée axée sur l'institutionnalisation de la liberté. C'est-à-dire ce qui a échoué dans toutes les révolutions en Europe, a réussi parfaitement en Amérique, la liberté est devenue une institution. Mais il y a un problème avec la liberté, c'est où commence-t-elle? Et pour les Américains, il est clair que la liberté commence dans l'enfance. Il y a un apprentissage de la liberté qui fait que, disons, les enfants américains ne sont pas les mieux élevés et que, d'une certaine manière, les parents ressentent ou recommençaient à ressentir dans les 50, c'est devenu bien plus important après, que l'enfance était une période merveilleuse et que l'enfant devait vivre un conte de fées et qu'il fallait en aucun cas le laisser dans cette solitude, dans cette réserve dans laquelle Arendt appelle à préserver. Alors, au fond, on peut dire un mot sur la solitude de l'enfant. Je vous rappelle qu'Hannah Arendt a perdu son père de manière très précoce et qu'elle a été projetée par ce fait d'un monde adulte et qu'à 14 ans, elle avait déjà un ami, qui était d'ailleurs un ami de son père, et qui s'est occupé d'elle et qui était en quelque sorte une intrusion, je dirais, prématurée du monde adulte dans l'espace de l'adolescente.
Et peut-être que ce texte manifeste d'une certaine manière, je ne vais pas faire de la psychobiographie au-delà de ce qui est autorisé par le genre, mais manifeste au fond ce désir de solitude, ce désir, ce besoin que l'enfant puisse se construire à l'abri de l'intrusion des adultes. Et dans ce cas, on trouverait un élément qu'on peut appeler un biographème, c'est-à-dire quelque chose qui se réfère à l'individu seul, qui serait ici élevé à la place d'un philosophème. On rencontre la même chose chez Alain Finkielkraut. Son adhésion à l'éducation nationale est en fait un roman. Et il en fait une philosophie, c'est-à-dire parce que tous les enfants devraient adhérer aux idéaux de l'éducation nationale, comme lui-même l'a fait. Et en fait, on voit que c'est un roman, c'est une vérité orpheline, une vérité singulière, et nullement une vérité générale. Et c'est un des grands problèmes des philosophes, mais on ne peut pas le reprocher à Alain Finkielkraut, c'est de ne pas lire des romans, de ne pas comprendre le monde à travers les vérités orphelines des romans. Mais je reviens à Arendt, et au fond, pour elle, le grand problème de l'Amérique, c'est le sacrifice de l'école secondaire. C'est l'école unique. Alors, vous savez que l'école unique a été, pour nous tous, un grand problème. Depuis 30 ans, le Parti socialiste veut établir l'école unique, détruire l'école secondaire. Et en fait, si on regarde le mouvement de nos institutions, c'est plutôt l'école secondaire qui a absorbé l'école primaire. Ceci en plusieurs temps, à partir de 1984 en mettant tous les adolescents sous le même toit, et ensuite en demandant aux futurs instituteurs d'avoir fait le gymnase, et en leur donnant une formation de type universitaire à l'HEP, contrairement à ce qui se passe dans le film de Lars von Trier, Mélancolia. En fait, c'est la petite planète secondaire qui a absorbé la grande planète primaire. Mais elle n'a pas pu le faire, en tout cas pas en HEP, sans la médiation de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire d'un modèle universitaire qui s'implante progressivement dans la formation des maîtres. Et j'en ai parlé dans l'autre leçon et je ne vais pas y revenir. Y a-t-il une unité du métier, ce que postule la pédagogie? Est-ce que enseigner aux petits-enfants et aux adolescents et aux adultes, c'est le même métier? Je pense qu'on ne peut pas prendre l'idéal pédagogique au sérieux en niant cet élément-là. Il y a une unité du métier et cette unité, il faut en fait la placer là où elle est, c'est-à-dire dans le besoin de sécurité, de reconnaissance et d'accomplissement que l'élève va exprimer. Et je crois qu'on trouve là quelque chose d'absolument important, c'est-à-dire que la relation pédagogique est une relation de sécurisation, c'est une relation de reconnaissance, c'est une relation de soutien. Hein. Toutes sortes de choses qui n'étaient absolument pas au programme de la philosophie quand elle n'était qu'universitaire. Alors, il faut aussi opposer l'apprentissage moratoire. Quand j'étais à celui des adultes. Quand j'étais au collège de Béthusie, il y avait une grande inscription avec des lettres dorées qui disaient nous apprenons en latin, nous apprenons pour la vie et pas pour l'école. Il y avait là une sorte de pacte. Le pacte, c'était apprenez votre vocabulaire allemand et vous serez les maîtres du monde. Apprenez votre vocabulaire latin et vous serez les personnages les plus importants de la société. Donc il y avait une promesse qui était associée à une discipline. Quand vous saurez votre vocabulaire allemand, vous pourrez être quelqu'un d'important et vous le serez certainement. Donc le contrat qui était fait était attendez d'être grand et pendant ce temps travaillez. Et c'est ce contrat qui a explosé aujourd'hui. Les élèves veulent avoir au fond un enseignement qui les concerne tout de suite eux, et qui leur parle immédiatement et qui n'est pas un enseignement pour plus tard. En cela, ils se rapprochent des adultes. Les adultes aussi n'apprennent pas pour plus tard. Ils veulent tout de suite quelque chose qui les intéresse, qui les touche, qui leur permet d'avoir accès à une culture qui, pour une raison ou pour une autre, ne leur avait pas été offerte, soit pour des raisons d'orientation, soit pour des raisons sociales, bien entendu. Alors, les adultes ont besoin de tout comprendre immédiatement. C'est un autre style de connaissance. Un adolescent peut servir de sa mémoire de travail pour absorber des choses qu'il ne comprend pas du tout et les recracher dans les travaux écrits qui seront oubliés 48 heures plus tard. Et je pense que si mes collègues se rendaient compte à quel point leur gavage est effacé par la mémoire de travail des élèves, ils en seraient largement marris. Au fond, l'effacement de l'école secondaire en Amérique
Arendt oppose clairement une école dans laquelle on travaille beaucoup, une école d'élite, et puis une école qui est une sorte de plus, je dirais, plus lente et plus douce garderie qui permet d'atteindre l'âge adulte, mais à un niveau social très inférieur. Et elle dit que le problème de l'Amérique n'est de ne pas avoir d'école secondaire. C'est possible, effectivement, on constate que les écoles secondaires en Amérique l'ont fait de l'Amérique la 27e nation en termes scolaires, et que nos écoles secondaires, et surtout celles de la Scandinavie et de l'Asie, font en fait des résultats tout à fait extraordinaires. Et là se trouve un premier problème. Le second problème qu'elle distingue dans l'apprentissage à l'américaine, qui s'est généralisé, c'est qu'on apprend des savoir-faire et plus des savoirs. Et là se trouve un véritable problème. Le modèle de l'éducation technique a gangréné, si j'ose dire, la représentation de l'acte pédagogique. La pédagogie par objectif, parfaitement justifiée quand il s'agit de savoir-faire, n'a aucune valeur en termes culturels. Et pourtant, si on prend les objectifs ou les compétences comme des descriptions, je suis absolument, et non pas comme des constitutions, je suis absolument convaincu qu'on peut décrire les activités culturelles en termes de compétences ou en termes d'objectifs. Mais dans ce cas, il faut faire le sacrifice de l'idée que l'origine de ces capacités se trouve dans l'enseignement. Il faut renoncer au behaviorisme. Si vous pensez que les gens sont capables de se développer tout seuls, eh bien à ce moment-là, vous pouvez parfaitement décrire leurs compétences. Il n'y a aucun obstacle épistémologique. Alors, on a ensuite une troisième chose qu'Hannah Arendt distingue, c'est le piège du ludisme. Et qu'il faut en fait apprendre en s'amusant, qu'il faut apprendre par des jeux, qu'il faut apprendre par des créations, par la technologie, etc., qui peut remplacer l'effort. Ce thème est un thème qu'on trouve effectivement dans la littérature pédagogique. Ça ne fait pas de doute qu'au fond, le ludisme en tant que tel a souvent été opposé à l'apprentissage, au gavage et au dressage. Mais je crois qu'il faut aussi relativiser cet élément-là. Dans l'apprentissage, il y a toujours une part de jeu, au sens de l'herméneutique et de Gadamer. Un livre vous fait entrer dans son jeu. On entre dans le jeu des acteurs, on entre dans le jeu du récit, et au fond, toute création culturelle est un jeu qui vous appelle à jouer avec les personnages ou à jouer avec l'auteur. Et de fait, le ludisme n'est pas contraire à la culture. Au contraire, on pourrait dire que la culture, pour les gens qui maîtrisent au fond les références, est une sorte de jeu. Alors arrive la question chez Arendt de l'autorité, de la tradition et de la religion. C'est un thème très profond qu'elle étudie longuement dans Between Past and Future. Et elle remonte aux idées romaines. Ce qu'on appelle l'autorité, c'est quelque chose qui vous est dévolu par vos ancêtres, c'est-à-dire par les efforts et les sacrifices que les ancêtres ont dû, au fond, éprouver pour pouvoir fonder la ville Rome. Et c'est la souffrance des ancêtres qui donne l'autorité à leurs successeurs, mais qui constitue aussi une tradition, et même, semble-t-il, pour Arendt, très clairement une sorte de religion. C'est dans la religion romaine qu'on trouve cette idée que l'autorité et la tradition soient relatifs à un passé, et qu'ils obligent les descendants à être à la hauteur de leurs ancêtres. Ce thème a été christianisé. Les souffrances du Christ nous obligent à attendre son retour avec vertu, et au fond, il a été démocratisé en Amérique. Les souffrances de la fondation de l'Amérique, qui est la deuxième chance de l'humanité, Carrel, eh bien, cette deuxième chance de l'humanité a demandé tellement d'efforts qu'il y a une tradition américaine et qu'on peut exiger, en quelque sorte, une autorité américaine, non seulement sur l'Amérique, mais sur le monde entier. Or, cette tradition est en fait problématique, puisque la fondation de l'Amérique s'inscrit elle-même dans un dessein chrétien. L'Amérique n'a pas été, contrairement à la République française, à l'origine d'un nouveau calendrier.
l'Amérique a clairement donné, au fond, la vision d'une providence divine à l'œuvre dans l'histoire pour que tous les gens qui n'avaient pas eu leur chance, les pauvres, les malheureux, les meurtris, les humiliés, puissent venir en Amérique et retrouver une seconde chance de devenir des êtres humains libres et heureux. Or, ce messianisme américain n'est pas un messianisme pédagogique, il ne le sera jamais, puisque la perfectibilité de l'être humain dépend de ses efforts, et non pas de l'instruction qu'il aura reçue. Donc on trouve en Amérique un thème récurrent qui est la méfiance à l'égard de l'intellectuel, forcément, puisque l'intellectuel est celui qui peut dissoudre cet élément traditionnel dans l'Amérique. Je voudrais maintenant parler finalement de cet élément qui est très profond chez Arendt et qui est le fait qu'au fond, il faut garder des réserves de nouveautés pour l'avenir. Bien entendu, elle s'oppose absolument au totalitarisme qui veut, au fond, amener les enfants à réaliser l'homme nouveau. C'est sûr qu'une partie du procès de la pédagogie provient du thème communiste, mais néanmoins totalitaire, disons-le, mais néanmoins il y a un paradoxe de l'exclusion totale des enfants. Et là arrive vraiment l'explication avec Arendt. Est-ce qu'on peut imaginer un monde dans lequel les adultes présentent leur monde aux enfants en disant voici le monde que nous avons fait, et quand il s'agit d'Arendt, je vous rappelle qu'il s'agit du monde totalitaire, de l'effondrement de la civilisation à cause de l'antisémitisme et à cause de l'impérialisme, et le totalitarisme étant la résultante des deux, est-ce qu'on peut vraiment dire voici l'horrible monde que nous avons fait et vous n'avez pas le droit d'en parler avec nous, vous n'avez pas le droit de partager avec nous, parce que ça, nous allons compromettre vos chances d'avoir un autre monde dont vous serez les acteurs. C'est une situation pédagogique impossible de réduire l'élève au silence pour décrire l'horrible monde que nous avons créé. Et cette situation, évidemment, est à l'origine de l'ambivalence des professeurs à l'égard de la culture. Cette ambivalence est extrêmement profonde. Au fond, elle rejoint ce que Freud dit sur la civilisation. L'être humain est content de vivre en sécurité et de pouvoir compter sur la société, mais en même temps, il se ressent comme prisonnier et d'une certaine manière, il a honte de dépendre des autres, et ça peut même aller, si après l'effondrement politique de l'Europe, dont elle est entièrement coupable, ça peut même aller jusqu'à dire qu'au fond, profondément, le monde que nous avons créé ne mérite pas d'être transmis. Or, nous n'avons pas d'autre monde que celui que nous avons créé. La culpabilité des professeurs aujourd'hui n'est absolument pas la culpabilité de l'après-guerre. Ce n'est pas le nazisme qui les tourmente, je dirais, c'est le vide spirituel des sociétés de consommation, où c'est au contraire des éléments trash qui émergent de partout dans la culture de ces sociétés de consommation et qui mettent en jeu le crime et d'autres, je dirais, transgressions de manière exagérément laudative. Et l'ambivalence à l'égard de la culture présente est un élément fondamental de la non-éducation. Puisque notre société n'a rien à vous dire, ne prenez rien de ce que je vous dis. Ça, c'est le paradoxe de l'ambivalence, et on peut se demander si mes anciens amis, les idolâtres de l'Est, n'étaient pas dans cette posture-là. C'est-à-dire qu'ils pensaient que la philosophie n'était plus rien, qu'elle avait abouti à la métaphysique et à la technique, et que par conséquent, il ne fallait plus enseigner la philosophie, il fallait enseigner la pensée, dont on n'a jamais pu savoir ce qu'ils entendaient par là. Donc on se trouve devant, en fait, une réflexion de bon sens. Oui, il y a une ligne qui séparera toujours les enfants et les adultes, mais s'agit-il d'une ligne ontologique, s'agit-il d'une ligne historique, ou s'agit-il bêtement d'une ligne pratique, c'est-à-dire de ce système de pouvoir qui fait marcher l'école? Il y a des élèves, il y a des profs, et pour les élèves qui entrent dans la salle des maîtres, c'est un endroit tout à fait sacré. Et des fois, quand c'était dans leur école qu'ils sont admis dans la salle des maîtres, eh bien, ils n'y entrent jamais sans un certain frisson. Alors, certes, éduquer, c'est toujours enseigner, c'est dire le monde que nous avons fait, c'est le donner à ceux qui viennent, mais cet élément-là doit être, en fait, le fruit d'un rapport serein. Hein. Ce que nous avons fait avec la didactique de philosophie, avec la fondation de la didactique de philosophie, eh bien, en fait, mérite que cette
discipline continue et que tous les efforts de la Fondation, tous les sacrifices de la Fondation, tous les amis perdus de la Fondation permettent en fait à mes successeurs d'avoir une autorité nécessaire pour défendre sereinement une relation pédagogique en philosophie. Merci.